François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Le principe, vous le connaissez. Tous les ans, il s'achète un petit agenda qui lui sert à tout noter des numéros de téléphone, aux dépenses mensuelles, ou aux recettes, ou aux choses à lire et écrire. Et puis aussi quelques idées, quelques listes. Mais celui de 1925 a une valeur particulière, c'est l'année qu'il passe entièrement à New York. Et chaque jour, il remplit consciencieusement cette petite case de son agenda, tout simplement parce qu'il s'en sert pour envoyer à ses deux tantes restées à Providence, Lillian Clark et Annie Gamwell, une sorte de journal plus déployé, en tout cas pour la correspondance dont on dispose, puisqu'il écrit aussi à sa compagne, Sonia. Le mariage, c'était en mai dernier. Elle a quitté New York pour des questions de travail, maintenant aussi de santé. C'est un petit peu tout ça qu'on peut élucider. Par contre, les lettres à Sonia ne nous sont pas parvenues. C'est comme ça, on fait avec, mais nous, on a déjà toute cette matière. Mais aujourd'hui, 5 avril 1925, on est dimanche, puisque toujours une journée de décalage, samedi pour nous, dimanche pour eux. Nous voilà le dimanche 5 avril. On entame une nouvelle page du carnet. On en est, je crois, au 93e envoi. Et chaque fois, un peu la trouille. Qu'est-ce qu'on va trouver à dire de ça? Qu'est-ce qu'on va trouver pour élargir? Vous verrez que finalement, ça se règle tout seul. Il suffit d'aller y voir. Et c'est d'autant plus facile que le samedi soir, en tout cas le samedi tard, on l'a vu parfois quand il est à la recherche d'offres d'emploi dans le métier de l'édition, qu'il sorte là le samedi à minuit chercher le Times, le New York Times, avec les suppléments du dimanche, un supplément littéraire, et nous, chaque fois, on va y voir un supplément magazine avec beaucoup de photos. Et le numéro du journal aujourd'hui, là, ce paquet qu'on leur livre chaque dimanche, il fait pas moins de 214 pages. Alors forcément qu'on va trouver notre bonheur. Il se passe quoi aujourd'hui? Up 2 p.m., levé 14 heures pour Lovecraft, on est dans la moyenne. Guests arrive. Oui, parce qu'il y a toujours ces réunions du Kalem Club. Mais là, ce n'est pas les boys qui arrivent. On dirait qu'il les invite. On est dimanche. Passez donc. Alors, qui passe? Qui sont ces guests? On va voir que c'est toujours les mêmes. Donc, Sonny, Frank Belknap Long, qu'il appelle fiston, comme Alfred Galpin. Loveman et Leeds, les deux L du KLM, 3 avec Long. Reinhard Kleiner est aux abonnés absents. On le note. Ce sera compté à votre débit, mon cher ami. Comme on est ensemble, eh bien, le mot c'est discus. Croyez-vous, on ne l'a jamais croisé celui-ci. Eh bien, si. Qu'est-ce qu'on fait rituellement? On descend à la cafétéria, prendre du café, peut-être un petit cake ou un cookie. De là, on part chez Loveman. Et figurez-vous qu'un autre triche, c'est George Kirk. Oh, la solidarité, c'est plus ce que c'était. Kirk, oui, il a du travail quand même, avec tous ses livres à ranger, à trier. Il reste, là, lui, au 169, puisqu'il habite la chambre juste au-dessus de chez Lovecraft. Et c'est donc Loveman, Leeds et Belknap Long qui se rendent un petit peu plus loin, de l'autre côté du City Hall, là où habite Samuel Loveman. Et quand ils reviennent, cette fois, on va monter chez Kirk, le resaluer. On va lire, on redescend chez Lovecraft pour lire. De là, on ira avec Kirk et Leeds. Loveman est resté chez lui, apparemment, manger au Thompson's, petit sourire, puisque hier il disait à sa tante, hier, que maintenant il faisait très très attention
il n'achetait que des bouts de pain et de fromage, plus des boîtes de haricots, et qu'il n'allait qu'exceptionnellement, une fois par semaine, 2 peut-être au restaurant. Ben là, on a eu Tiffany et le Thompson's, qui est une chaîne réputée sur toute l'Amérique. On revient, on lit, et on va se coucher. Voilà pour aujourd'hui. Alors évidemment, dans ce cas, vous allez dire, bah dis donc, on va trouver quoi? Bah oui, mais alors moi, dans mon petit PDF, d'abord ce matin, j'ai passé pas mal de temps dans les lettres ultérieures, toujours les lettres à ces 2 tantes, tout simplement parce qu'on est là sur un contre-pied. Il y en a certains qui me le font durement sentir, j'allais dire, la bande des tentacules, ouais, tous ces Lovecraftiens là, qui sont là, oh là, sur le reclus de Providence, le grand déprimé majeur, avec ses imaginations morbides. Eh oui, mais c'est pas tout à fait ça la littérature. Lovecraft, même en 1930, au temps des grands récits, il sera capable d'écrire Marcel Proust. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville en ce moment. La littérature, ça se divise pas, ça se casse pas en petits morceaux. Et cette histoire-là, de dire toujours, oh, vous savez, cette nouvelle, lui, là, qu'il va écrire au mois de juillet, qui est un texte vraiment intéressant, qui nous justifie, là, dans l'effort de suivre là, cette gestation du Lovecraft des grands récits, mais même s'il les écrira au retour à Providence, la fin de lui, c'est venir à New York avait certainement été sa plus grande erreur. Oui, mais en attendant, quand on le suit là, dans ses séjours ultérieurs à New York, par exemple en 1930, il revient au mois de mai, il y a des balades encore au Met, il y a encore, par exemple, il revient toujours là, à ce musée Reury, qu'il appelle là le grand-père. Et vous savez que les peintures de Reurig, comme elles vont influencer Montagne de la Folie. Et idem en 1931. Là, il vient quasiment tout le mois de juillet et il revient où? À Brooklyn. Où est-ce qu'il va lire et écrire? En bibliothèque? Non, il revient Prospect Park, en particulier dans le jardin japonais qui est Prospect Park. Et il écrit, il retrouve avec plaisir tous ces trajets, tous ces itinéraires, qu'il va voir si tel truc n'a pas été trop abîmé, massacré par les chantiers. Donc le rapport de Lovecraft à New York, cessons de le mystifier ou de le mythifier plus exactement. C'est pas une répulsion à la grande ville moderne, c'est pas ça du tout, et c'est pas non plus la ville tentaculaire, la ville avec ses fumées, ses bruits de métier, comme disait Rimbaud, qui serait là une sorte de compression qui donnerait son fantastique. Il y a quelque chose de plus simple que ça pour cet écrivain voyageur. Écrivain voyageur, Lovecraft. Oui, vous allez voir, la semaine prochaine, maintenant, on va préparer une petite excursion, un voyage à Washington. Mais ça, je vous dis pas, c'est pas tout de suite. Alors, c'est un petit peu ça que j'ai essayé de débrouiller. Et puisque j'étais parti dans les lettres ultérieures des années 30, 31, en se baladant là-dedans, je suis retombé aussi sur des lettres à Bob Barlow. Alors, Barlow, il fera sa connaissance un peu plus tard. Ils commenceront de s'écrire, je crois, vers 1928. Lovecraft n'a pas du tout compris qu'il a affaire à un ado de 13-14 ans, mais la relation va se densifier. Barlow vient à Providence. Ensuite, Lovecraft ira 2 fois résider chez les Barlow, où la première fois, il y a les parents. La deuxième fois, Barlow a 17 ans. Ils sont tous les deux là dans cette propriété près de Orlando. On a des très belles photos, on a plein de documents là sur ces 2 séjours. Chaque fois, il s'arrêtera. C'est ça aussi que je voulais un petit peu relire là dans les lettres aux 2 tantes, parce que j'ai beaucoup aimé une ville là dans ce coin de la Floride, là au-dessus d'Orlando, qui s'appelle Palatka. Et à côté de Palatka, donc il y a Saint Augustine. Et Saint Augustine, c'est une ville qui séduit tellement Lovecraft, il va y rester comme ça une semaine. Donc tout ce portrait commence à s'assembler, j'allais dire, à fresque.
une expression, je ne sais même pas si elle existe pour les peintres, mais oui, c'est bien une fresque qu'on construit, et plus on a comme ça de complexité, plus on a une chance d'approcher cette gestation du quoi, du grand inconnu qui fait la littérature fantastique. Alors dans cette lettre à Barlow, puisque toujours il y a cette question de Lovecraft et l'argent, à un moment donné, on est le 11 mai 1935. C'était la mode à l'époque, vous savez, les chaînes. Alors, on vous envoie un courrier. Alors, le courrier, c'était gros intitulé, gros titre, Club de la prospérité. Malheureusement, j'ai pas de facsimilé. Il faudrait aller à Providence pour aller à John Hay et puis fabriquer, trouver, là, photographier la lettre originale. Ensuite, croyons en Dieu. Lovecraft écrit à la main, plus ou moins. Vous savez qu'il est athée radicalement. Ça, au moins, ça fait plaisir. Et le texte, ensuite, oui, c'est confiance, espoir, charité. Lovecraft ajoute, et naïveté. Et le texte, cette chaîne a été lancée dans l'espoir de vous apporter la prospérité. Avant 3 jours, faites 5 copies de cette lettre, enlevant le nom du haut et ajoutant votre propre nom et adresse au bas de la liste. Envoyez-la à 5 de vos amis auxquels vous souhaitez la prospérité. Quand vous rayerez le nom du haut, envoyez à cette personne 10 cents glissés dans une enveloppe comme un don de charité. En retour, quand votre nom atteindra le haut, vous recevrez 5 puissance 5 puissance 5, 15 625 lettres de donation, soit une somme de 1562 $ et 50 cents. Ayez la confiance qu'ont vos amis. La chaîne ne sera pas rompue. Dans les années 60, on en recevait encore des trucs comme ça, souvent avec des timbres-poste, par exemple. Commentaire de Lovecraft, c'est une expérience peu orthodoxe du point de vue de l'économie. Pas vraiment aimé par les postes. C'est considéré comme illégal, ces trucs. Mais il y a déjà, vous savez, chez Balzac, ces choses qui s'appellent les tontines. Oh là là, j'ai jamais compris complètement ça. Puis d'abord, c'est chez Balzac, c'est pas chez Lovecraft. Qui arrive dans les mains de votre ami si doué, juste pour m'en moquer, comme pied de nez à l'idéologie capitaliste. Pied de nez à l'idéologie capitaliste. J'ai envoyé ma dîme. C'est-à-dire que Lovecraft a pris le petit truc de 10 cents et l'a posté. Alors c'est une dame, on a le nom, là, une dame machin qui habite à Denver, dans le Colorado, et fait suivre des copies à qui? Eh bien, à Belknap Long, à d'autres amis, Woodburn Harris, un autre qui s'appelle Cook, et d'autres rebelles à l'ordre existant. Alors autant vous dire que si Lovecraft avait reçu quelques dollars en retour, il l'aurait joyeusement et fièrement dit à Bob Barlow, mais c'est pas le cas. Oh, fortunate Floridians. Non, apparemment, ça n'a pas marché. Et s'il avait touché 1500 $, c'est à peu près la somme qu'il a touchée pour tout ce qu'il a publié là de 1923, premier paiement là dans Weird Tales, jusqu'à évidemment 1936, puisqu'il meurt à 46 ans, début 47. Alors mon petit PDF, page principale, là la transcription de ce que je vous ai raconté. Je réveille George Kirk, les invités arrivent, Sonny, Loveman, Leeds. Est-ce qu'on... Ouais, ben c'est dimanche. Dimanche, on peut se permettre d'être un peu moins dans la lecture et l'écriture. Pour le Thompson, j'ai trouvé 2 publicités là, de 1925. Must be a good place to eat. Elle enseigne avec cette typo, Thompson. C'est plus étrange. Une petite annonce, là encore, avec la typo du Times, clairement. On cherche un boulanger, Baker, pour la cafétéria Thompson's, qui est Easterline, je ne sais pas laquelle c'est, mais le premier mot de la petite annonce pour le boulanger avec expérience, c'est, entre parenthèses, white. Les boulangers ne peuvent être que blancs aux US en 1925. Et puis, on va aller y voir directement dans le New York Times. J'ai pris... c'est comme ça, des fois c'est long, des fois c'est court. Hier c'était court, alors aujourd'hui j'ai fait un peu plus long. Pourquoi ? C'est cet article-là qu'on va retrouver tout de suite dans le journal.
On avait vu passer ça il y a 3-4 jours au Madison Square Garden. C'est la période des spectacles de cirque. Le nouveau spectacle du Barnum et du Ringling Bros. Ringling Bros and Barnum and Bailey, 3 cirques qui présentent dans le Madison Square Garden leur spectacle avant chacun de partir en tournée à travers les USA. Ça semble un rituel bien institué. Et l'entrefilet d'il y a quelques jours, c'était concernant le fait que les animaux sauvages, les tigres, les panthères et ce jaguar noir qui répond au doux nom de nigger, maintenant on les visiterait dans la ménagerie, mais on ne leur infligerait plus la cruauté, et en plus c'est dangereux pour les spectateurs de les envoyer sur la piste de cirque. Et ce qui se passe dans cet article, il y a quand même 3 petites demi-colonnes et demie, ça m'a fait une bonne page de boulot. C'est un reportage radiophonique. Alors, il y a le journaliste. Le journaliste, le thème de son article, c'est comment la radio vient documenter, comment la radio vient faire une émission, non pas depuis le spectacle de cirque, mais de l'heure pendant laquelle les artistes se préparent pour le spectacle. Et la radio, donc c'est 3 radios ensemble, WGZ, WGI, WRC, toujours ces acronymes bizarres, WRC, WGY, WJZ. Pour la première fois, la radio vient sur le terrain. Comment ils font, comment ils montent, j'en sais rien, mais il y a tout ce qu'il faut. Le Madison Square Garden est considérablement équipé et on met le micro là, dans les cages aux animaux. Même là, le python, on met le truc dans la cage au python et on dit, vous l'avez entendu siffler. Alors, c'est pour ça que cet petit article m'a fait sourire. On va maintenant tout de suite dans le journal. Vous voyez qu'il fait 214 pages ce dimanche 5 avril 1925. Gros titre en première page. Chapman vient au terme de son procès. Il y a eu tous les jours des articles sur le procès de Chapman qui a été capturé fin décembre, début janvier. C'est meurtrier, évidemment, des attaques de train. Condamné à être pendu le 25 juin, 1 heure après donc le verdict prononcé, 1 heure après que le jury ait débattu. Article en première page qu'on va retrouver en deuxième page encore. Alors cette fois, c'est en 2 colonnes. Ça aussi, je voulais copier là dans le PDF. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un résumé de biographie. Et c'est en gros la mythologie du bandit, sauf que c'est une mythologie triste, c'est une mythologie de rien, c'est la mythologie d'un criminel. Il a 37 ans, il en a passé 13 en prison. Il a eu seulement 5 années de libre sur les dernières 18 ans. Mais tout ça, pour moi, c'est... On ne choisit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas choisir? C'est prendre arbitrairement une génération. Là, on a ces types-là, le Kalem Club. On a Lovecraft, Loveman, Kirk, qui là ont 30, 35, 34 pour Lovecraft. On en a des un peu plus âgés, comme Leeds, Everett McNeill, James Morton. Et on a quelques plus jeunes, comme Frank Belknap Long, Alfred Galpin. Mais c'est ce truc de groupe. C'est comment, dans un groupe, une individualité va surgir qui va devenir Lovecraft, sans lequel probablement on ne se souviendrait plus de Leeds, écrivain, Everett McNeill, écrivain, Samuel Loveman, écrivain. Et c'est là où ça se mêle au présent, c'est là où ça se mêle à l'époque, et c'est ça qu'on laisse diffuser sur l'ensemble de leur génération. Ils sont comme nous, ils sont humbles, ils se bagarrent. Des fois la bagarre ça donne des Lovecraft, et d'autres fois, la bagarre, ça donne des criminels comme Chapman. Mais on en a vu combien passer, là, depuis qu'on est ensemble, là, pour ces 93 envois successifs, et ça va continuer. Je reviens à la première page, parce que
Évidemment, Lovecraft, le samedi soir, on se précipite sur l'arrivée de ce supplément littéraire et sur l'ensemble de ce journal. On va retrouver des articles que forcément il a lus ce jour-là, on les lit en même temps que lui, à 100 ans de distance. Et comment en première page il échapperait à ce tout petit article. Des voyageurs découvrent une ville souterraine dans le Sahara. Et quand on creuse, on découvre la fraîcheur sous le sable. Un vieux poste militaire italien perdu dans le désert. Bon, moi, je vous ai mis dans le dossier ce texte de Lovecraft, que quasiment aussi un de mes préférés de tous les préférés, qui s'appelle La ville sans nom. Ce type, ce narrateur qui arrive avec des chameaux perdus dans le désert et qui va s'enfoncer tout seul sur une souterraine. Là, évidemment que Lovecraft. Alors, est-ce qu'on se dit tout d'un coup, là, ce serait ce que je trouve souvent, par exemple, dans les préfaces aux Pléiades Balzac, des fois, dire « Oh là là, la ville sans nom, il a eu l'idée parce que le Times a raconté ». Non, c'est pas ça. C'est comment l'imaginaire se construit, là aussi, par nuance, par écho, par réverbération, par diffraction. Mais que quand vous êtes d'une époque, c'est cette diffraction qui, à certains moments, vous rejoint et vient là et fait ce qu'écrit la main. Alors cet article, évidemment, faisait partie de la petite collection du jour. On va continuer page après page. Voilà, page 3, Finds Poison Trace. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on a suivi de façon récurrente. On a fait de moins 2 fois. Et pourquoi je l'avais pris? Parce que une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle L'Innommable. Dans le chien, pardon. L'Innommable aussi, il y a des morts, mais c'est autre chose. L'Innommable, on est assis dans un cimetière, on parle. Mais le chien, on creuse. On exhume le pauvre crâne moisi d'un type du XVIIe siècle. Eh bien, Chicago, ça avait été l'exhumation de 2 cadavres d'une famille pour une sombre histoire de testament. On n'avait pas constaté de blessure. Mais oui, une fois les analyses faites, les corps sont bourrés de mercure. Dans l'affaire de Chicago, les cadavres exhumés prouvent qu'ils ont été empoisonnés. Et nous, là, c'est comme ça qu'elle se construit à fresque, aussi parce que Lovecraft, c'est de ces éléments-là qu'il fabrique ce morbide qui est sa marque. Pourquoi? Parce qu'il travaille sur l'inconscient malade de son monde. Et ça nous concerne aujourd'hui de plein fouet. Allons, page 6. Évidemment, il y a beaucoup de publicité tout le temps. Voilà, c'est une toute petite note, mais un jeune vétérinaire, le docteur Hassan L. Roche, 26 ans, qu'est-ce qu'il écrit? Pour ceux que ça intéresse, dit-il, pauvre moi, je n'ai pas été un mari idéal, juste un raté. Comme un pauvre fou, j'ai pensé que ça valait la peine de vivre, alors que je m'échinais du matin au soir pour faire ce que je pouvais et m'installer, travailler. Ouais, enfin, là, il parle de son boulot qu'il prenait tout le temps, pauvre vétérinaire. Je crois que ce serait aussi bien si je faisais ça en enfer. J'ai du remords à laisser mon fils, il a 26 ans, le gamin ne doit pas être vieux. Dieu vous bénisse, Lou. Goodbye, Aaron. Continuons, allons, page 10. Page 10. Juste cette publicité. Mais cette fois, elle est dans un bel encadré. Est-ce que Lovecraft a tiqué ou s'y est intéressé? Advertising Copywriter Wanted. Quelqu'un qui rédige des publicités. Oui, ça l'intéresse. Pourquoi? On verra ça au mois de juin, quand avec Leeds, justement, ils monteront une espèce d'agence, et comme toutes les affaires professionnelles de Lovecraft, ce ne sera pas franchement une réussite, contrairement à Blaise Cendrars, qui fait la même chose au même moment sur le même principe, mais ils ne se connaissent pas, ils sont deux bouts du monde. Un écrivain pour publicité qui a une expérience pratique dans le domaine de la nourriture, bah lui, il s'y connaît en haricots, c'est déjà un bon départ. Ou ce qui concerne l'univers de la femme, Woman's Appeal.
et capable de faire des bonnes accroches à condition d'avoir de l'expérience dans un journal d'envergure nationale. Ouais, bah non, clairement, c'est pas pour lui. On était page 10, on continue doucement, on va à page 15 sur 214. Page 14, page 15, tiens, Gossard, qu'est-ce que c'est Gossard? Wow, des combinaisons à élastique, c'est tellement mieux que le corset. Voilà ce grand article sur Tries to hit the microphone wires. On met le micro à travers la grille de la girafe et la girafe essaye de le manger pensant que c'est une banane. Je pourrais faire ça devant vous aussi. Alors, est-ce que j'exagère en disant c'est l'invention de la radio documentaire? Probablement un peu, mais pas tant que ça. Parce que sur le fond, il y a cet enjeu pour les trois cirques qu'ils présentent là un spectacle conjoint au Madison Square Garden avant de repartir en tournée. Oui, mais les animaux ne feront plus partie du spectacle, les animaux sauvages. Par contre, ils seront toujours dans la ménagerie. Donc, c'est opération conjointe avec les radios pour dire, et le New York Times, pour dire, ils sont plus sur la piste. Mais venez donc les voir dans nos ménageries. Là où aussi, pour le Barnum, je vous rappelle, on a dans un beau truc en formol la jambe de Sarah Bernhardt pour prouver l'excellence du théâtre européen. Pauvre Sarah Bernhardt, si elle avait su ça. On va ressauter un petit peu dans les pages du journal pour aller tout de suite, page 23. C'était encore une publicité, la voici. On va avoir sur la suite de pages tout un ensemble de publicités des frères Gamble, Gamble Brothers. Tomorrow, an event at Gamble's Trunk Headquarters. Ils ont acheté pour 25 000 $ de coffres et de malles, dont ces malles avec à l'intérieur des penderies, des porte-manteaux, quand vous allez sur le paquebot pour partir en balade en Europe ou en Méditerranée. Et je crois qu'il y en a d'autres encore. Gamble Brothers, ils vous proposent aussi des bungalows, là, des chalets à monter soi-même pour 600 $. Mais la première pub pour laquelle ils prennent une page complète, c'est pour... Ils ont acheté un lot de radios, des radios Magnavox. Magnavox avec 5 tubes. Et là, on voit 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez les compter, les ampoules. Soit paiement comptant, soit 15 $ multiplié par 10 mois. Ah non, 15 $, puis 10 par mois. Donc on peut acheter les 90 $, le poste de radio à crédit. On vend du crédit. Vous voyez que le magasin des Gamble Brothers, un magasin géant dans New York, quelle architecture. Il y a plus de 100 vendeurs. Rappelez-vous les annonces d'emploi. Mail, helper, machin truc. Voilà. Mais on a plus de 100 vendeurs dans le rayon radio. Oh, quand il y avait, vous savez, la Fnac Digital là, qui était boulevard Saint-Germain autrefois, c'est bien fini ça. Mais ce qui m'a juste intéressé, donc on a toujours ce pavillon, là, un peu la voix de son maître, le grand cornet, comme le cornet-oreille qui reprend ça. On a les batteries pour pouvoir en faire un meuble portable. Mais c'est là sur le potentiomètre. Et vous voyez comment le potentiomètre, il est mis là au milieu avec un gros bouton. Là, vous avez un bouton de volume, un bouton de tonalité, et au milieu, il y a le gros potentiomètre que vous tournez pour vous balader dans les longueurs d'onde. Alors nous, on est tout le temps là sur le dire, le scroll. Ouais, mais le scroll là, ce qui vous fait acheter l'appareil radio. C'est pas, là par exemple la semaine dernière, on a eu la retransmission des concerts symphoniques depuis Londres, c'était une première. Là on va avoir 1 heure dans la ménagerie du cirque Barnum au Madison Square Garden, une première. L'idée c'est que peu importe la station, c'est que vous puissiez vous balader d'une à l'autre à l'infini de ce potentiomètre. Alors encore une publicité Gamble Brothers. Paris Inspired Easter Frogs.
ce symbole là de l'Europe. Pour ceux qui en ont ras-le-bol, les Américains, c'est pas Trump, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus large. Ça a commencé bien en amont. Et puis, en plus petit format, là, le supplément littéraire. Et le supplément littéraire, évidemment, lui aussi, plus que consistant à lire, des articles qui n'intéresseront pas forcément Lovecraft. Par exemple, ces faits nouveaux concernant Roosevelt et ses négociations diplomatiques entre la France et l'Allemagne. Mais arrive aujourd'hui la traduction américaine de Vie de Henri Brulard de Stendhal. Alors Stendhal, j'ai cherché, apparemment ça n'a pas été le dada. Il connaît Balzac, il connaît évidemment tous les Gautier, les Huysmans, les Maupassant, Barbet d'Aurevilly. Mais non, Stendhal, c'est pas son truc. Et pourtant, là, dans cette question de l'autobiographique dans Stendhal, Vie de Henri Brulard, le roman comme miroir promené au long de la route, ça l'aurait intéressé Lovecraft. Mais je ne pense pas qu'il a dû balayer du regard. Les nouveaux poèmes et les premiers poèmes, et tout ça, là, c'est des gens que moi, je ne connais pas. Il s'agit de John Drinkwater. John qui boit de l'eau. Tiens donc. Edwin Muir, Kelly Young Rice, Robert Gilbert Welch. Désolé de ne pas les connaître. On a toute une page entière. Ils n'ont pas besoin là, du printemps des poètes ou du marché des poètes pour que la poésie reste importante dans une époque. L'article, sur une pleine page, cite des tas de vers. Ça, je suis sûr que Lovecraft a lu ça d'un air intrigué, légèrement réprobateur, mais que certainement, avec Kirk et Loveman, on a lu ça à voix haute. Et bien sûr qu'on en a discuté. Philosophie pour les hommes d'affaires, pourquoi pas. Paul Bourget. Mais oui, cette émancipation de la littérature européenne qui ne se fait pas. On prend tout, même le médiocre. Par contre, là, ces types-là qui demanderaient qu'on les fasse vivre, tout simplement. Qu'on les laisse, là, débattre, discuter, publier. Ah, non, attendez, nous, là, il faut qu'on parle de Paul Bourget. Et puis, plus tard qu'à côté, mais plus tard, oui, ça l'intéresse. Ça, cet article, forcément qu'il l'a lu. En quête de l'ancien continent d'Atlantis. On le retrouvera en Toulouse, endormi, mais jamais complètement là-dessous. Oui, ça, il l'a lu. L'agriculture américaine, Jane Austen. Je ne sais pas si Jane Austen, ça l'intéresse tant que ça. Sinon, il y a des passerelles. Par exemple, le Pléiade Gallimard, là, le Pléiade du flop, il est très bien le gars, mais bon, lui c'était un spécialiste de Jane Austen. Il s'est dit, on lui a dit, va traduire Lovecraft, c'est pour le Pléiade, allez hop, de Jane Austen à Lovecraft, mais c'est pas la même chose, tu comprends. Il faut que j'arrête avec ça, parce que sinon, je vais encore m'en prendre plein la gueule. Déjà que je vous présente un Lovecraft qui n'a rien à voir avec le... Bon, continuons. On était à Atlantis... J'ai pris cette page ici, la page 51, une publicité pour les dictionnaires Webster. Justement parce que ce matin, je tombais... Parce que cette question-là, bien sûr, on le suit, nous, au jour le jour sur 1925. Mais je pense qu'on ne s'en tirera pas, à mesure maintenant qu'on le connaît. Bon, c'est bien les histoires du haricot, de Tiffany, de Thompsons ou de Johnsons, ce qu'on va aller bouffer de spaghettis bolognaise. Mais je crois que maintenant, moi, je vais prendre cette liberté d'aller faire du flash-forward. On va regarder ça, par exemple, son séjour à New York en 1930, son séjour à New York en 1931, ou bien ce qu'il écrit à Barlow, là, de ses voyages pour revenir de Floride. Il met 8 jours pour remonter de Floride à Providence. Et il s'arrête là encore, à Philadelphie, à Washington, à New York. À chaque fois, il réside quelque temps là, chez les Bec-Lapong. Donc, on va nourrir là, cette année 1925 avec des petites pioches là, dans les années... Il y a magnifique... Là, vous savez que nous, on est tout le temps là, à dire, tiens, le Tibulle, là, oh là, ça, il est dans sa bibliothèque. Il fait
à Barlow une description de sa bibliothèque, dans laquelle il prétend qu'il y a 2500 livres et que là, il vient d'en revendre 300. Nous, on a les 1000 livres attestés par la liste que la tante Annie Gamwell, qui est très malade d'ailleurs à l'époque, elle a un cancer du sein, donc tout ça, c'est dur pour eux. Mais elle fait établir cette liste par la voisine, mais il y en a 1040, je crois, dans le bouquin de Yoshi. Où ils sont passés, les autres? Et dans cette description qu'il fait, il parle de tous ces usuels. Et dans ces usuels, il y a le fait que son dictionnaire Webster, il s'est coupé en deux à force de l'utiliser. Donc j'ai repris cette publicité à cause de ça. On va aller maintenant dans la partie magazine, parce que cette question-là des images, du statut de la photographie, je pense que c'est important pour nous, là, être, du moins, à créer notre attention, à veiller à notre bonne attention à ces micro-petits changements. Là, on a toute la partie sur l'immobilier, les ventes, les pubs, tout ça pour les nouveaux bâtiments. C'est une affaire de fric, la ville. Voilà que s'ouvre la partie magazine du New York Times. Et la recherche photographique, là, par exemple, celle-ci, elle est en plongée. Le type est monté en haut du mât, on voit les deux canons du destroyer, on voit les marins, là, qui sont en pleine opération, et on voit une espèce de catapulte. Quelle réalisation technique! Qu'on va tirer l'avion avec une espèce de ressort, là, sur ce rail perpendiculaire, donc qui surplombe la mer. On lâche le ressort et vroom, le petit hydravion biplan est lancé. Et c'est l'invention des premiers hydravions. On est encore là, les ombres de guerre n'ont jamais quitté cette humanité, si résiliente qu'elle soit. Un championnat de bûcheronnage pour les dames, pourquoi pas? Un tournage de film en costume romain, bien évidemment. Alors de la composition typographique, on avait déjà parlé l'autre jour, du fait que les publicités profitent de cette partie photographique du magazine. On en, comme celle-ci par exemple, Marjorie, 5e avenue, on ne peut pas avoir ça dans l'impression ordinaire du journal, si ce n'est pas le magazine ou c'est de la reproduction photographique. Encore là, typiquement. C'est-à-dire un art du dessin naît, évidemment, on est dans la période Art Nouveau et tout ça, mais cette symbolisation, elle vient du fait que l'impression photographique du journal autorise des expressions de dessin plus abstraite. Là, ça vaut le coup. Encore la partie magazine, encore les avions. Celui-ci s'est craché. Voici les deux aviateurs. Vous vous rappelez l'autre jour, ces aviateurs qui s'étaient écrasés là, dans les Everdale et on avait mis 3 jours pour les retrouver. Et cette page, je voulais partager avec vous cette page. C'est quoi? C'est simplement des annonces de mariage. Mais les annonces de mariage, on ne voit pas monsieur et madame. On voit 3, 5, 7, 9, 12. 12 femmes ont été choisies pour symboliser là, le fait qu'elles se marient. Miss Eleanor Morrill Hames, la fille du colonel, etc. Les femmes n'interviennent ici, dans le New York Times, qu'à condition de dire de quelle famille elles sont. Miss Harriet Westhrop McKim, daughter of Mr. and Mrs. Westhrop McKim. Miss Mary Moore, daughter of Mrs. and Mr. and Mrs. Thomas Moore, mais c'est pas celui du XVIe siècle. Miss Nina Chatillon, daughter of Mr. and Mrs. George Chatillon, who will be married to Harold F. Gibson on April 15. Et il y a un truc. J'ai un ami qui s'appelle André Guinter, qui travaille à l'EHESS. C'est un grand de l'exploration de la photographie sociale. Il a sorti un livre, il y a quelques mois, qui s'appelait « Le sourire en photographie », en particulier dans les selfies. Ce qui est très étrange dans cette page, c'est qu'il n'y en a aucune qui sourit. C'est parce que c'est des mariages forcés. Oh, pourtant, certainement pas. C'est simplement que la convention du sourire en photographie ne s'est pas encore construite socialement.
Bah, ça valait peut-être le coup, juste là, une fois dans sa vie, d'aller le noter. La suite. Ensuite, on a les sports. Alors, les sports, quelle tartine, mais là encore, quel plaisir photographique. Parce que si on démontre le sport pour la photographie du New York Times, c'est pas n'importe quoi. Et la sélection des sports, la pêche, l'équitation, là, évidemment, l'aviron. Mais là où Lovecraft va se promener sur la Zéconque rituellement quand il est à Providence, c'est sa première étape. Là. Il fait 1,2 km, tu arrives au bord de la rivière et là tu marches. Maintenant, c'est quoi quand on arrive à cet endroit-là? C'est le club d'aviron. Donc ces photos-là aussi, pour moi, il y a des petits liens. Et puis, on arrive évidemment au baseball. Tu arrives au baseball et tu cherches Homer, etc., etc. Ah tiens, il n'y a pas Babe Ruth aujourd'hui. Oh ben si, notre copain Babe Ruth, il est là. Il est juste dans un petit coin timide. Mais évidemment, il est le répondant, la star là, de cette époque du baseball. Timide apparition des voitures, des courses de voitures. Un tennisman. Mais par exemple, l'athlétisme. Non, l'athlétisme, pourquoi? Parce que ça viendra 10 ans plus tard avec les Jeux Olympiques de Berlin. Et évidemment, là encore, des enjeux politiques dont on pourrait suivre la construction. C'est pas encore le cas. Oh, cette publicité, je voulais découper aussi. Les cabriolets Franklin, ces voitures de sport. Ouais, la voiture de sport. Mais pourquoi, là, à la pointe sèche, d'avoir organisé là, cette insertion abstraite de la voiture horizontale là dans cette suite de verticale pour occuper sa page et son rectangle? C'est ma cueillette. Puis c'est moi qui fais le taf, alors j'ai bien le droit de me faire plaisir. D'ailleurs, c'est pas fini. Parce qu'ensuite, si je continue un petit peu, là maintenant on a plein de voitures et de choses concernant les voitures. Un éclaté de moteur. Et moi, à chaque fois, je craque dans les éclatés de moteur. Et oui, mais même si vous regardez les proportions des bielles, des vilebrequins, si vous reprononcez les mots de toutes ces choses, le mot culbuteur, le delco, l'arbre à cam, enfance, oh, enfance. Et deuxième supplément, là encore on revient au format du supplément littéraire, donc on est en plus petit format, et il y a le journal habituel, mais ces 214 pages tiennent compte qu'à l'intérieur il y a les 30 bonnes pages, les 32 pages du supplément littéraire et les 32 pages du magazine. Et souvent les contenus interfèrent. Par exemple cette page, comment Lovecraft ne l'aurait pas lu. Et voyez le titre. Honneur à la mère qu'Edgar Poe n'a jamais connue. C'est Elisabetta, actrice, épouse Poe, morte de la tuberculose, je ne sais plus. Page, évidemment. Là, lisons-la en même temps que Lovecraft. Ah, il y avait quelque chose sur la tour de Pise. La tour de Pise! Non, elle penche, mais ne tombe pas. Ça peut revenir régulièrement dans les journaux, tant que vous voulez. Il y a un tout petit peu plus loin, et puis je vous fiche la paix après, mais moi c'est une trace. On reprend là la question des cirques. Ils finissent les jours de cirque au Madison Square Garden. Ben oui, c'est le printemps, ils s'en vont en tournée avec une très belle illustration des premiers cirques quand ils n'étaient que des campements nomades sans même de roulotte. Washington Square, évidemment ça aussi sur la géographie de New York, il lit. Le monde de l'art. Et cet article, le bruit de la ville, peut-on le considérer comme une musique? Le bruit de la ville, par exemple, c'est la permanence des sirènes, la permanence des grondements, les jeux mouvants de circulation. Comment notre relation à la ville intègre ce rapport permanent à un bruit qu'on analyse? Et est-ce que la définition de la musique, c'est pas non pas un bruit organisé, ce qui est la définition qui va jusqu'à John Cage, mais
un bruit qu'on interprète et qu'on sait reconstruire ou trouver des représentations. Et ça, cet article, j'ai trouvé ça plus qu'intéressant. En tout cas, même par rapport à notre approche contemporaine. Allez, pour finir, on va aller tout au bout. Je m'en vais à la page 199 de la 214. Je m'étais fait un petit pense-bête. Vous ne le voyez pas sur l'écran, mais il est juste à côté. Tenez, je vous le mets, mon petit pense-bête. Hop là, il est sur la surface. J'ai fait ça avec mon petit truc de notes qui s'appelle Ulysses. Oh, ben, ça me sauve la vie, parce que sinon, il m'aurait fallu 3/4 d'SD là, pour aller retrouver. Puis après, tu es toujours à dire, mais où c'est que je l'ai vu, ce truc? Où c'est que je l'ai vu, ce truc? C'était quelle page, ce truc? Et bien là, c'est facile. C'était page 199. Et c'est quoi? Une photographie panoramique d'usine. Et ça, cette non-hiérarchisation du travail dans l'art américain, évidemment, c'est ce qu'on trouve en particulier chez Charles Schiller, chez Charles Demuth, c'est quelque chose de totalement essentiel. Le statut du travail n'a jamais été dans une opposition aux autres contenus artistiques. A motor romance that parallels Ford's. Évidemment, Ford, d'ailleurs, on est pile là, les mois où qui visite Ford? Qui écrit sur les usines Ford? Louis-Ferdinand Destouches. En littérature, Céline, quand il publiera quelques années plus tard Voyage au bout de la nuit. On est strictement en même temps. Mais Dodge, il y en a eu plein là dans les débarquements de 44 et dans la poche de La Rochelle avec tous ces matériels. Eh bien, au garage de Saint-Michel-en-l'Herbe, dirigé par Fondé, conduit par Eugène Bon, motoriste, mon grand-père, né en 1899, on avait une ancienne ambulance Dodge qu'il avait lui-même retapée, découpée pour en faire sa dépanneuse. Moi, la Dodge, combien d'heures avec mon frangin, on passait au volant, là, immobile, le dimanche matin, dans le garage, à naviguer en Dodge. Et bien, voilà l'histoire. Amazing Story of Dodge Brothers, qui en 10 ans ont construit une usine qui a... c'est d'actualité, non? Rapatrier, là, les usines automobiles pour 100 millions de dollars qu'ils ont vendus. Vive Dodge! Et magnifique photographie. Ouais, c'est une photographie avec une cheminée qui fume et ces bâtiments. Fin pour aujourd'hui. Et pourtant, côté Lovecraft, il n'y avait pas tant que ça à en dire. À demain!